Ok, journal de bord, enregistrement du jour 364. Ici Loïc, je suis toujours le dernier humain. Dans la galaxie, mon signal de détresse n'a toujours pas reçu de réponse. Je vais donc continuer à émettre mes diverses émissions en espérant qu'un jour, j'ai enfin une réponse. C'est vrai que ça commence à faire long quand même. Bon, j'espère que le radar est pas cassé du moins. Alors cette semaine, j'avais dit quoi? Vampire, très bien. Bah, je lance l'enregistrement et bah on verra. Ok, fin de l'enregistrement, journal de bord. Attaquer des créatures de toutes pièces, déjà avec Marie-Chérèse. Le vivant est maîtrisé, libéré, parfois volontairement, parfois malgré. Et bah bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, l'émission qui parle de manga, de jeux d'animation, mais pas que. Vous l'avez vu dans le titre, cette semaine on va s'attaquer à un morceau de la culture underground japonaise. Je veux bien sûr parler de Suehiro Maruo avec son œuvre, son diptyque même si on peut dire, de Vampire, sorti entre 1998 et 2003 de mémoire, dans divers magazines, donc dont on reparlera. Après, pour cette émission, j'ai choisi d'inviter, vous la connaissez déjà, c'est un petit peu notre Buffy dans cette émission. Buffy contre les vampires. J'espère que vous l'avez. C'est Alice qui était déjà venue sur l'épisode, je sais plus. Qu'est-ce qu'un bon manga et les maisons d'édition. Salut Alice. Salut à tous. Je viens de faire j'ai pensé à la blague Buffy en même temps que je l'ai dit. Je sais pas si c'était très. Non mais je prends Buffy contre le vampire. Buffy est stylé. J'apprécie. Très bien. Et du coup, le deuxième invité, qu'est-ce qu'on peut lui trouver? À l'instar d'un Richter, il est là pour éliminer le vampire. Est-ce qu'il va trouver son Alucard? Je parle évidemment de Ethno, Donald Dopal. Salut. Et de Vox Fabula, pardon, maintenant. Aussi, c'est vrai. Ouais. Et qui était déjà venu, donc l'épisode sur Léviathan, Top et Flop 2022, et je sais plus. Peut-être un autre. C'est tout. En fait. Et non, Vampire maintenant, voilà. Le tome 2 de Léviathan qui sortira plus tard. Ouais. Déjà enregistré, on tease un peu en avance. Pour cette émission, donc on va parler du manga Vampire. On va spoiler un petit peu. On s'est mis d'accord pour dire que même avec le spoil, on peut quand même lire le bouquin derrière. Ça reste intéressant pour ce qu'on va en dire. On va avoir 3 grosses parties. La partie grosso modo esthétique, la partie appropriation du mythe du vampire et la partie pour aller plus loin, donc avoir d'autres œuvres, vous faire un petit corpus et des recommandations qui vont dans ce sens-là et dans des choses qui peuvent un peu se rapprocher de ce récit-là, pour diverses raisons. Donc on va commencer par la partie esthétique, mais avant, de quoi ça parle, Vampire? Est-ce que quelqu'un a envie de se risquer à faire un résumé? Je pense qu'on peut pas faire de résumé de Vampire. C'est très compliqué de faire un résumé de Vampire. Mais on va dire que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se transforme en vampire. Voilà. Page pas one, mais presque. Tout début, presque. Et on va avoir plusieurs vampires qui vont se rencontrer, cohabiter, évoluer et c'est intéressant de lire Vampire. En fait, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à la seconde en disant que Vampire de Mario donc est hyper intéressant à lire, même si on connaît déjà l'histoire, précisément parce que beaucoup passent par l'esthétique et ça vaut tellement le coup de découvrir l'histoire de Vampire par l'esthétique parce qu'elle véhicule beaucoup de messages différents. Donc on peut commencer l'histoire en disant bon bah voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en vampire. Ok, what next? Bah écoutez Loïc et Edno, je vous passe la main parce que qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part dire voilà, il y a des vampires, ils vont interagir les uns avec les autres et c'est à la fois sordide et passionnant. C'est ça, c'est un récit choral au final. On va suivre plusieurs... alors dans le tome 1, 3 personnages principaux. Dans le tome 2,
3 autres, je crois. Les personnages du tome 1 sont aussi dans le tome 2, mais sont beaucoup plus en retrait, en fait. Ça se concentre beaucoup moins sur eux. Grosso modo, voilà, on va avoir 3 visions à chaque fois du vampire et de ce que ça engendre dans une société japonaise post-reconstruction après-guerre. Donc je suppose qu'on doit être fin des 60, début 70. Donc l'époque de l'enfance de Maruo, pour le coup, vu qu'il est né en 57 de mémoire. Donc une époque contemporaine pour lui, et ce mythe va lui servir donc à décrire un petit peu tous les maux de sa société, et notamment ceux concernant le sexe. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ethno, tu voulais ajouter sur le synopsis ? Ouais, carrément. Comme disait Alice, en fait, l'histoire est vraiment très simple, en fait. Quand on regarde résumer l'histoire, c'est extrêmement compliqué parce que moi, personnellement, et attention, je vais parler en mon nom là, je suis passé un peu à côté de l'histoire parce que vu que je viens de la littérature plus classique, j'ai l'habitude que ce soit extrêmement développé, qu'il y ait des axes, en fait. Et là, moi, je les ai pas retrouvés, mais pour rebondir sur ce que disait Alice, ça passe extrêmement beaucoup par l'esthétisme, en fait. Et j'ai pas l'habitude de cet angle narratif, en fait, on va dire. Et au-delà de ça, moi personnellement, j'avoue que par l'histoire, j'ai pas été emballé dans la mesure où j'ai pas trop compris où tout ça voulait en venir, en vérité. Et en refermant la dernière page, je me suis dit bon, en fait, c'est simplement l'évolution d'un vampire, sa vie, on va suivre ce qui va se passer et tout, mais sans plus. J'aurais aimé avoir en fait plus de profondeur dans les thèmes abordés, et peut-être plus de thèmes abordés que ceux qui sont présents dans le bouquin. Mais je savais très bien dans quoi je mettais les pieds. C'est simplement que moi, personnellement, pour donner mon avis comme ça de but en blanc, je suis un peu passé à côté, ouais. T'as quand même apprécié ta lecture malgré tout sur l'ensemble, ou c'est un truc qui t'a vraiment... Oui, parce que en acceptant les codes de ce qu'on me proposait, je suis quand même arrivé à en tirer quelque chose de tout ça, et de l'esthétisme notamment. Il y a des, on va en parler sûrement, mais il y a des planches qui sont sublimes, il y a un contraste avec les couleurs, il y a beaucoup, moi j'adore les plantes et les fleurs, tu le sais, et il y en a extrêmement beaucoup dedans. Et tout ça, ça amène de la poésie dans toute cette noirceur, et ça, je suis arrivé à le capter. Je l'ai intégré, il n'y a pas de souci, c'est l'élément principal, l'élément fort pour moi du livre. Et c'est pour ça que je pense que je renouvellerai pas l'expérience dans ce genre de récit, mais par contre, oui, je suis quand même... En fait, je pense que ça a provoqué la chose que ça doit provoquer, c'est-à-dire que ça m'a dérangé un petit peu. Ça m'a chamboulé, on va dire. Ébranlé, tout ça, quoi. Quand tu dis que tu n'as pas retrouvé le scénario, je trouve ça à la fois intéressant et en même temps, je suis pas exactement d'accord. Je dirais qu'il y a un sort de scénario en tâche de fond, mais que le graphisme prend tellement de place qu'on se laisse porter dedans. Et on arrive à la fin, on arrive vers la fin du tome 2, on se dit, c'est là, en fait, qu'il voulait nous emmener avec toutes ces pérégrinations un peu chelou. Il voulait nous emmener à un endroit particulier. Et je crois qu'on va pouvoir en reparler de ce moment. En tout cas, pour moi, il y a un moment de révélation. Il voulait dire un truc, mais en fait, ce truc, c'est quelques secondes de compréhension. Et ok, c'est bon. On a l'œuvre en tête. Et on peut continuer on peut mourir tranquille, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et c'est très à propos d'ailleurs comme expression. Mais pour moi, il y a un truc, il voulait nous faire comprendre un truc, et il arrive à nous faire comprendre ça avec tous les petits machins, tous les petits indices qui s'aiment à la fois dans le graphisme et dans quelques évolutions scénaristiques. Mais c'est vrai que c'est si léger comme scénario, tu te laisses porter et ça va tout seul, t'arrives à la fin, tu fais ok, d'accord. C'est ça, pour moi, ça limite était du slice of life en fait. Tout à fait. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Non, mais parce que moi je l'ai relu du coup là pour l'épisode, et à la deuxième lecture, j'ai pas eu du tout le même ressenti qu'à la première lecture. À la première lecture, il y a vraiment eu une espèce de fascination. Alors, à prendre avec des pincettes, le mot fascination, parce que c'est quand même un bouquin qui est très sanglant, qui est très dérangeant par les thématiques abordées. Donc pour ceux qui l'auraient pas lu, ça va traiter de viol, d'inceste, de violence homme-femme, les deux, de maltraitance envers les enfants.
notamment, de sexe prépubère, de plein de choses comme ça qui sont très litigieuses et qui peuvent vraiment déranger beaucoup de personnes. Et à la première lecture, je suis un peu passé outre tous ces trucs-là. Le trait en fait de Marot étant tellement, ouais c'est ça, c'est poétique quoi. C'est un trait qui est très simple, très peu de trame, très peu de, soit c'est ancré, soit c'est blanc. Et au final, on se laisse porter au gré des pages. Et par contre, à la seconde lecture, une fois que j'avais déjà le scénario en tête, c'est dégueulasse. Hein. Franchement, oh non, la seconde lecture, le tome 1, je l'ai refermé, j'étais en mode. Ouais, ça fout un peu la gerbe. Ah ouais, et puis quand tu prends conscience, quand tu passes outre du coup la poésie qui t'a happé la première fois et de la fascination, quand tu prends le recul, tu te rends compte que t'as lu quelque chose qui, techniquement parlant, est quand même censé être censuré ou il y a un truc quoi. Tu vois, ça fait partie de ces rares bouquins. On pourra citer aussi Shintaro Kago, Sumaru Furuya dans le manga. C'est de l'éroguro. Voilà. Le terme, c'est le genre, c'est de l'éroguro, donc c'est de l'érotisme gore. Ouais, alors pour le coup, guro c'est grotesque. Et pas gore. C'est souvent l'amalgame. Ouais, ok, d'accord, je le fais. L'amalgame est fait pour la soirée. C'est de l'érotisme, c'est de l'érotisme gore. Voilà, mais en gros, typiquement, c'est ça. Ça va être une très grosse couche d'érotisme, donc de sexualité, mais vraiment dans tous les sens. Ils prennent le mot érotisme, ils essaient tout ce qui est possible de faire, et ils le font. Et pour ceux qui ont lu DDT de Maruo, c'est encore pire parce qu'il va vraiment, vraiment, vraiment encore plus loin que ce qu'il a fait dans ses autres œuvres. On en reparlera peut-être après. Et c'est un style qui, à la première lecture, peut paraître fascinant, mais quand tu prends conscience de ce que tu as lu, de ce que tu as vu, de l'imagerie en fait, là c'est plus compliqué, tu vois. C'est un peu comme un gamin qui va regarder un film, tu sais, un gamin qui a 8-9 ans, qui va regarder Les Dents de la Mer. Il va peut-être pas être choqué sur le moment, par contre derrière, la tipa les cauchemars qu'il va se taper pendant X années et le trauma qu'il va avoir par rapport aux baignades, quoi. C'est un peu ça. C'est pas un bouquin que je recommanderais à tout le monde, pour le coup. Je pense qu'il faut 20 ans bien tassés. Hein. Ouais. C'est un bouquin de niche. C'est sûr que c'est un bouquin de niche mais c'est vachement intéressant. Je trouve que chacune de ces... Alors, je vais reposer en contexte pour les auditeurs. Je suis très très à cheval sur tout ce qui est violence sexuelle. Et j'ai beaucoup de mal à lire des bouquins où la violence elle est gratuite. Et je trouve que c'est pas le cas dans le sens où dans le scénario, dans la mise en scène et dans les petits éléments que ça va provoquer du coup chez des personnages, la violence est gratuite, elle sert la violence n'est pas gratuite, elle sert à quelque chose et elle sert à dire quelque chose de la société, à permettre des évolutions, elle est un outil en fait, que ce soit la violence sexuelle ou la violence tout court. Et en même temps, il y a quand même ce truc un peu ambigu elle est extrêmement charnelle. Dans d'autres types de séries, on va avoir du sexe et de la violence sexuelle, où on va avoir, où ça va être un outil scénaristique. C'est pas si souvent que ça charnel. Là, clairement dans l'Empire, cette violence-là, elle est charnelle, ça fait partie du genre. Et je trouve que du coup, ça veut aussi dire quelque chose. Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça, et c'est pour ça que c'est un manga de niche. Ethno. Après, oui. Mais après avoir refermé le bouquin... Je te refile la patate chaude, j'avoue. Je suis attentivement ce que vous dites, pardon. Mais du coup, je suis allé m'intéresser vraiment, comme disait Alice, c'est un style à part entière. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement codifié, pardon. Et tous ces codes sont là, en fait. C'est-à-dire que le sexe, le gore, tout est poussé littéralement à fond. Et c'est vrai que ça ébranle, hein, littéralement. Moi, j'avoue qu'aussi le sexe un peu prépubère comme ça, c'est pas ma came. Ça a même été un petit peu difficile pour moi à lire, j'avoue. Mais par contre, quand on ouvre le livre, on sait techniquement dans quoi on met les pieds. Donc, je pouvais pas m'en plaindre et me dire putain, c'est trop. Je savais concrètement, c'est du grand guignol. Hein, ils le disent à la fin du truc, c'est inspiré de ce genre-là. Et le grand guignol, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment quelque chose
de grotesque. Loïc, tu disais ça tout à l'heure, et on est vraiment dedans. C'est-à-dire que c'est gore, mais c'est tellement poussé à l'extrême tout ça que ça en devient des fois ridicule. Et ben voilà, ça blesse, ça choque, ça nous fait vibrer, ça crée une curiosité malsaine aussi. C'est pour ça que moi personnellement j'ai continué, je l'avoue. Hein. C'est que je voulais voir jusqu'où l'auteur était prêt à aller. Mais par contre, à aucun moment je me suis plaint de ce que j'ai pu lire parce que je pense, et j'en ai pas lu 50 000, j'ai lu que celui-ci, qu'on est vraiment au cœur du truc qui était censé être, en fait. Ce bouquin, il est comme ça, et c'est parce qu'il remplit un cahier des charges, en fait. Et au milieu de tout ça, c'est vrai qu'après, il y a le lecteur qui se retrouve au milieu de toutes ces scènes de sexe, de torture, de l'humanité, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, en fait, c'est qu'il arrive vraiment à mettre par-dessus tout. Et j'ai l'impression que ça prend vraiment le pas par-dessus beaucoup de choses. Toute cette société, en fait, vraiment mauvaise, décadente, je sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance, ce bonhomme, mais il l'a mal vécu, j'ai l'impression. Et il fait ressortir tout ça au travers de son œuvre. Et bon, voilà, malgré on parlait d'érotisme tout à l'heure. Pour moi, l'érotisme, c'est vraiment censé être sensuel, tout ça. Il y a des choses qui viennent adoucir un petit peu tout ça, mais ça a été et ça l'est toujours. J'ai toujours des images de trucs qui se sont passés que j'arrive pas à digérer, en fait. Et ouais, effectivement, c'est pas un bouquin pour tout le monde, c'est vraiment un bouquin de niche. Mais par contre, il procure des sensations, que ce soit des trucs qui nous énervent, qui nous choquent, ou quoi que ce soit. Il faut le prendre comme ça, en fait. Et Moi, je dis... heureusement que tout n'est pas gratuit, parce que ça aurait été plus insoutenable encore, je pense. Je dirais le mot, je crois que ça procure de la fascination. C'est ça. Ouais, ah ouais. Alors, je sais pas où tu as envie d'aller, Loïc, du coup, mais je trouve que c'est le bon moment pour parler de Luna. Oui, Luna qui est du coup un des 3 persos principaux, qui est du coup bon, alors on va pas parler de Miko tout de suite, mais qui est grosso modo la fille du récit, le personnage féminin qui va d'abord subir ce que c'est qu'un vampire dans son entourage, dans sa manière d'aborder la société, et qui va ensuite le devenir elle aussi à cause de plusieurs événements infortuits. Et personnage, je trouve personnellement Luna extrêmement bien traité dans ce tome 1. Le final du tome 1 avec le baiser au clair de lune dans les plantes, comme tu disais, c'est la planche, elle est absolument folle. Il y a tout dans cette planche. Il y a du macabre parce que ils s'embrassent, mais je crois qu'ils ont encore du sang qui coule. Il y a de l'érotisme parce que les corps sont entrelacés et que c'est pas juste un baiser, c'est vraiment le baiser romantique. La nana est penchée sur le mec qui lui est penché aussi. Ils sont sur de mémoire un bâtiment qui orne une croix, je crois. Et il y a tout ce décor, cette nuit étoilée en fait autour de ça. Et la scène, elle est... personnellement, moi, je la trouve magnifique. Et par contre, je suis un peu moins fan de ce qu'il en a fait de Luna dans le tome 2, ou surtout dans la deuxième partie du tome, c'est un objet de satisfaction masculine, faut dire ce qui est. Et j'arrive pas à savoir si elle a conscience de ce qu'elle subit. Alors au début, oui, après, il y a l'usage de la drogue, etc., mais je trouve que le traitement qu'il a en fait de ce personnage dans le deuxième tome, pour moi, était plus dur à vivre que dans le premier. Et compliqué, franchement compliqué. Peut-être le meilleur personnage de l'œuvre, je trouve. Parce qu'au final, le Mori qui est le vampire, on le suit, c'est par lui que tout commence, mais il est très spectateur, en fait, de l'ensemble. Si je peux me permettre de te couper, j'ai l'impression, moi, que ce personnage, il perd sa force dans le deuxième. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé. J'avais l'impression que sur le premier, elle était là, elle montait en puissance, donc elle subit des trucs vraiment horribles. Après, elle se transforme. On sent qu'il y a un début d'histoire d'amour, donc avec le personnage principal. Et dans le deuxième tome, elle subit, en fait. Et toute la force qui était censée être lui insuffler, la transformation, tout ça,
on a vraiment l'impression qu'elle perd tout ça, qu'elle est vraiment reléguée, comme tu dis, au bout d'un moment, en objet, en simple objet en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que moi, de base, ça partait comme être mon perso préféré. Mais je vais vous surprendre, mais je suis pas d'accord. Bah justement, tu voulais nous lancer dessus, donc vas-y. Je voulais pas. Alors pour moi, c'est Luna, c'est vraiment le personnage qui incarne. En fait, elle fonctionne en duo, pas avec Mori, mais avec Miko. Justement, tu voulais pas en parler tout de suite, mais pour moi, c'est vraiment avec ce second personnage féminin qui est plutôt personnage central, ou l'un des personnages centraux du coup du tome 2. Qu'elle fonctionne en duo parce qu'en fait c'est Luna qui pose la thématique du vampire avec ce qu'il a de métaphysique et c'est Miko qui conclut cette thématique là. Donc à la fois Luna, elle arrive avec toute sa beauté de la jeunesse, elle arrive avec tout le charnel en fait que Mario vient installer dans son œuvre malgré la violence et toute la grâce, à la fois parce que quand on rencontre Luna, elle considère que tout ce qui est vulgaire, obscène, tout ce qui est sexuel, même la création d'un enfant, ça relève de la vulgarité. Elle est en opposition totale avec un monde crasseux, avec un monde sexualisé. Elle freine des cas de fer face à ça. Et pourtant, elle se transforme, elle vit des choses affreuses, elle se transforme, elle gagne ce pouvoir et elle gagne avec la puissance du vampire. Elle incarne vraiment cette. Je trouve que, comment dire, ce fantasme du vampire immortel en fait. Pour moi, Luna, elle sert à ça. Dès le tome 1, elle sert à poser le fantasme de l'immortalité à travers le vampire. Et Mori lui confirme. Ils sont tous les deux jeunes vampires. Ils ont la jeunesse éternelle. Ils sont heureux. Ils sont monstrueux parce qu'ils bouffent quand même, ils vont tuer des humains. Mais ok, ils ont la jeunesse éternelle, c'est cool. Et puis en plus, ils sont ensemble, donc c'est bien, c'est pas mal. Tu vois. Mais Miko, elle vient complètement contrecarrer ça. Et en fait, je pense que le tome 2, Luna, elle a rempli son rôle. Donc en effet, elle est délaissée, mais c'est à Luna que Miko va dire mais en fait, être vampire, c'est pas avoir la jeunesse éternelle. C'est autre chose. Ça relève plus de la malédiction que de la bénédiction d'être jeune ad vitam aeternam. Et je trouve que c'était obligé en fait de reléguer Luna à un rôle plus lambda pour que Miko puisse arriver et lui dire bah oui mais regarde ma tête, regarde ce que moi je suis devenue et regarde ce que c'est en fait le carpe diem, le vie aujourd'hui là maintenant tout de suite parce que vampire ou pas vampire ça va pas durer finalement. Et je trouve que c'est pour ça qu'elle fonctionne en binôme avec Miko. C'est parce que ce sont ces deux personnages-là qui sont féminins, qui incarnent toute la sexualité en fait du bouquin, la duologie. C'est ces deux personnages qui arrivent et qui permettent de poser le fantasme du vampire. Et alors, du coup, Ethno, toi qui es plus connaisseur du mythe du vampire en général, dis-moi si j'ai tort, mais pour moi, Vampire de Maleo, c'est vraiment ça. C'est un immense et gigantesque carpe diem, mais retourné en disant bah, profite de la vie parce que même les êtres éternels vont pas pouvoir profiter de la vie aujourd'hui. Voilà, l'épisode est terminé, on se casse. Bonsoir. Et en fait, il y a tellement de points de vue différents sur. Enfin, c'est là où moi j'ai été un petit peu déçu, c'est que. Comment dire ? Ça creuse pas énormément. Là, ça amène une question, c'est sûr. Et c'est vrai que j'ai jamais vu dans des bouquins de vampires ou quoi que ce soit quelque chose qui était amené comme ça. En effet, ils disent de profiter de machin comme ça, mais là, le retournement, il est tellement soudain et tout que j'ai pas eu, je pense, la bonne réflexion à avoir face à ça. En fait, si tu veux, j'étais un peu démuni, moi. Et comme tout ça y est amené, j'ai trouvé ça assez étrange, mais ce que tu dis en tout cas, bah, je trouve que ça se tient. En fait, la vérité, c'est que je l'ai tellement pas vu venir ce tome 2, je pensais vraiment que ça allait être je l'ai trouvé vraiment décorrélé du tome 1.
je me suis dit putain mais c'est la même histoire, c'est pas la même histoire, il y a un nouveau perso qui arrive et tout, et qui justement prend énormément de place dans ce récit, et j'étais un petit peu déboussolé, et du coup je suis pas arrivé à rentrer aussi bien dans le tome 2 que dans le tome 1, que limite je crois que sur la fin, je l'ai pas bâclé, mais je me suis moins attardé sur ce que l'auteur essayait de me dire que sur le premier tome en fait. J'avoue que c'est difficile en vrai. Enfin, je pense que j'ai dû tilter ça à la deuxième lecture, voire en revenant en arrière en me disant wait a minute, il y a un truc intéressant qui est en train de se passer là. Ouais. Vas-y, on se penche dessus 2 secondes, c'est quoi? Et je suis passé totalement à côté. C'est pas étonnant. On l'a dit, la première lecture, tu ressens pas la même chose qu'à la relecture ou 3e ou 4e, tu vois. Ça fait partie de ces récits où la fin est tellement abrupte et soulève tellement de choses que la première fois que tu vas finir le bouquin, tu vas avoir la tête que j'ai actuellement, où tu vas froncer les sourcils, tu vas dire c'est quoi ça? Et malgré tout, le voyage était bien, mais à la relecture, je pense que c'est là que tu as la seconde lecture en fonction des personnes. Tu vois. Là où toi, Alice, tu as eu cette vision-là, moi j'en ai eu une autre. T'en auras peut-être une autre un jour si tu relis également. Je suis pas sûr que tu relises. Voilà, donc je pense que chacun pourra y voir un peu pas ce qu'il veut, mais je pense vraiment qu'il y a plusieurs strates de lecture, tu vois. Le Maruo, pour en avoir lu d'autres, est trop perché pour juste avoir une seule lecture possible dans toutes ses œuvres. Ça va toujours plus loin, et on le voit, hein, je voulais en reparler, mais le physique des vampires, il est pas du tout celui qu'on peut se faire d'un vampire. Je veux dire, dans le tome 2, c'est un Philippin, c'est ça, qui est tout petit, chauve, basané. Il a rien d'un vampire. Pareil, dans le... Je suis en train de me demander si j'en ai vu d'autres. Il prend à contre-pied beaucoup de trucs, hein, du mythe du vampire. Hein. Le seul vampire qui ressemble à peu près approximativement à l'image qu'on se fait de Dracula, c'est entre guillemets la vieille ogresse, qui est le vampire principal, le tout premier vampire qu'on rencontre. La créatrice. Ouais. Qui est la créatrice. Enfin, la créatrice. J'ai pas l'impression que ce soit la créatrice à proprement parler, mais. Non, mais la créatrice du personnage principal. De Mori, ouais. La créatrice de Mori, c'est la seule. Elle a un corps monstrueux et c'est la seule qui fait penser à l'image, par exemple, qu'on peut se faire d'un Dracula qui est déjà. Comment on dit, qui est vieux. Très mûr pour son âge. Ouais. C'est un être qui a déjà largement vécu. Trop, sans doute. Mais ça fait partie tous les autres ne ressemblent pas. Ouais, ça fait partie de l'appât, parce que on nous explique à la fin que cette ogresse, elle était jeune à la base, mais elle ressemblait déjà à ce qu'elle était quand elle était vieille. Et en fait, à la relecture, c'est là que, maintenant que tu as expliqué ton point de vue, je comprends, parce que effectivement, on avait pas ces indices-là, mais tu peux le relire en te disant, ok, maintenant que j'ai la clé, je comprends, tu vois. Effectivement, elle les a bernés. Tout ce qu'elle voulait, c'était trouver le moyen d'arrêter et de pouvoir quand même, de pouvoir avoir ce passement de. Ouais, c'est ça, la paix et d'avoir la passation en fait. Et d'ailleurs, pour le mythe du vampire, c'est marrant parce que je pense que le nom, l'écriture vampire. Alors je me suis renseigné. Je fais une petite recherche en étymologie, parce que je me suis dit c'est quand même bizarre qu'il y ait un Y dans cette histoire. Et en fait, ça vient avec un Y. Ouais, ça vient du français donc des années 1700 à peu près, de vampire. Et c'est pas du tout le vampire, l'image que nous on s'en fait à l'heure actuelle. En remontant un peu, ce vampire avec un Y, c'est un mort-vivant. En fait, c'est le mot français pour dire mort-vivant. Voilà. D'accord. Et en fait, l'imagerie du vampire est venue plus tard, parce que ce mot a été repris dans plusieurs langues avec plusieurs cultures, notamment chez les Slaves. On va penser aux Striges, on va penser toutes ces créatures-là, pour ceux qui connaissent, alors pour la culture populaire, pour ceux qui connaissent The Witcher notamment, ça va être réutilisé. Et en fait, l'association de toutes ces créatures a fait naître le vampire comme suceur de sang,
Et ensuite, il y a eu les chauves-souris. Et ensuite, Bram D'accord. Stoker est arrivé et a dit bon les potes, ça c'est un vampire. Mais à la base, le vampire avec un Y n'est pas l'image que nous on s'en fait. Et d'ailleurs, il le reprend très bien dans le bouquin parce que si on remarque, ils mordent rarement au cou. Ils font d'ailleurs d'abord l'entaille, ils ouvrent, et ensuite ils avalent, mais il n'y a pas la marque de dents. Et d'ailleurs, je crois que c'est Luna qui se fait deux points à un moment donné, qui dit oh regarde, j'ai été mordu par un vampire, et sa mère est en mode allez, ça n'existe pas ton truc de dedans là. Et même eux, j'ai l'impression, sont conscients que le vampire est en fait juste quelqu'un qui se nourrit du sang des gens et qui est un mort-vivant. Et j'ai trouvé ça intéressant justement de l'avoir nommé ce vampire avec un Y, ce qui revient encore une fois au mythe du Grand Guignol dont on parlait tout à l'heure, qui est français, qui est né à Paris. Français, ouais. Et on a cette culture en fait. Mais ouais. Mais c'est très fort dans toutes les. Enfin, on parle de Grand Guignol depuis tout à l'heure et il faudrait peut-être remettre en contexte ce que c'est ce Grand Guignol. Pour ceux qui, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est le Grand Guignol parmi. Je ne sais pas. C'est théâtre à la base. ouais, théâtre de marionnettes du coup, puis après voilà, c'est théâtre de marionnettes puis théâtre avec comédiens, dont un des rédacteurs. Donc là, je répète ce que j'ai lu à la fin de Vampire, le livre du coup de Paléo. Avec ce rédacteur, ce fameux rédacteur qui lui aussi a pas forcément eu une enfance des plus saines d'esprit, qui s'est mis à écrire des textes vraiment sordides, mêlant une sorte de sexualité et de violence envers la lie de la société. Et je mets ça entre guillemets, c'est vraiment les mots de l'écrivain qui fait la postface. La lie de la société et par là une sorte de réponse à cette violence. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue, avec un rédacteur qui va écrire des textes violents envers les pauvres. Je suis désolée de dire ça, mais globalement, enfin voilà, c'était. Non, mais faut remettre dans le contexte de l'époque. C'est comme ça. C'était vraiment ceux qui n'avaient pas les moyens, c'était les prolétaires, etc., etc. Et c'était un théâtre où il voulait apporter une réponse à cette violence-là. Donc c'était un peu la revanche, une sorte de revanche des prolétaires. Je crois qu'il explique ça comme ça. La postface explique ça comme ça. Et du coup, le théâtre du Grand Guignol était vachement politisé, mine de rien, parce que c'était un théâtre qui mettait en scène des personnes pauvres pour des personnes pauvres dans un contexte où le théâtre n'a jamais été comment dire, ça a toujours été lui aussi quelque chose de très underground et de très particulier de par sa violence et de par ses thématiques. Et Mario fait exactement ça et s'inspire notamment graphiquement des affiches du Grand Guignol. Voilà. Eh bien, merci Alice. Waouh, exposé, c'était décousu, hein, je suis désolée. Ah, là, je sais pas pour toi, Ethno, mais j'ai l'impression d'être intelligent. Moi, pareil. Cultivé plutôt qu'intelligent, mais ouais. Non, franchement, j'ai appris des trucs. Voilà. Non, j'ai lu la fin aussi de la postface. Mais. Vous voyez pas ma tête sceptique, mais j'ai une tête sceptique là. Non, c'est bien de replacer dans le contexte. Moi, je sais que j'avais noté que j'y ai vu aussi des influences des estampes, notamment pour la déformation des corps. Le Grand Guignol étant l'inspiration principale, vu que de base c'était des marionnettes, on se doute bien que les corps désarticulés par moments viennent de là. Mais j'y ai vu dans le trait et peut-être dans certaines expressions un petit peu. Tu le mettais donc des influences de. Alors t'as mis quoi? Ukiyo et ça se prononce Ukiyo. Je sais pas, moi j'ai dit ukiyo-e. Ukiyo-e. Voilà, qui est un mouvement du coup d'estampes populaires, et on en revient encore une fois à la culture populaire en fait. Ouais, et c'est ça que je trouve vraiment... Avengers de l'époque quoi. Un peu l'Avengers. Genre je sais pas toi, mais moi du coup ça me fait beaucoup penser aux naturalistes, mais occidentaux du coup.
qui ont alors le Yukio, c'était en 1600, entre 1600 et 1850-60, je crois. Et les naturalistes du coup occidentaux, c'est du coup 2 siècles plus tard. Et ce qui était vachement intéressant, c'est exactement le même objectif. Ça vient à une époque où la bourgeoisie commence un petit peu à s'effondrer au Japon, les daimyo, et les estampes du coup deviennent beaucoup plus populaires, et notamment parce qu'elles étaient faciles à... On pouvait les faire, c'était un type d'estampe qu'on pouvait faire sur du papier très bon marché, et qu'on pouvait reproduire à la chaîne. On pouvait faire 500 exemplaires d'une seule estampe, je vais pas y arriver, d'une seule estampe, et qui était donc achetable par des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour acheter les vraies estampes, les très belles estampes qui étaient destinées au palais et aux personnalités bourgeoises. Et surtout, c'était des œuvres qui représentaient le quotidien, qui représentaient la vie des gens, qui étaient vraiment tournées vers du consommable, en fait. C'était représenter la vie du quotidien, et notamment toute la sexualité aussi. Il y avait aussi cette tendance érotique qui avait déjà, et qui était d'ailleurs illégale. Et certains dessinateurs d'estampes du ukiyo se sont fait taper sur les doigts pour ça. Et quand on regarde les esthétiques, en effet, ça ressemble beaucoup à ça. Et c'est toi qui disais, Loïc, les Mario ressemblent énormément aux estampes de l'époque. Ouais, mais je sais plus comment je me suis fait cette réflexion. Je crois que c'était sur... j'avais commencé à bosser sur un documentaire sur Marot, de mon côté, et en parcourant un peu les planches, notamment les planches de présentation des chapitres. C'est des planches qui sont assez particulières. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans quasiment toutes ces œuvres, il reprenait des œuvres populaires ou des tableaux qui pouvaient être connus, etc. Et il prenait le style un petit peu d'estampe, il faisait un mix des deux, il rajoutait son interprétation, et ça faisait la feuille d'introduction des chapitres. Ça fait d'excellents ex-libris d'ailleurs. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Celui avec l'île, j'ai partagé, moi, celui avec l'île des morts, après, c'est un tableau qui me parle énormément. Et je pense que ça s'arrête pas là, parce que ce tableau-là, précisément l'île des morts, donc d'Arnold Böcklin, qui représente donc une vaste étendue d'eau, et il y a une île avec des caveaux, semblerait-il, dessus. Une forêt de pins très noire, donc on voit pas ce qu'il y a dans la forêt de pins, et on voit un radeau avec un passeur encapuchonné, qui amène... On ne sait pas non plus quoi sur cette île. Et il y a beaucoup de théories sur ce tableau, beaucoup de réinterprétations. Et voilà, ça a été nommé l'île des morts, donc on se doute quand même que le passeur amènerait peut-être une âme damnée jusqu'à cette île pour soit la mettre dans un caveau, soit la mettre dans la forêt. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Je pense notamment à Philippe Druyet qui a fait sa propre réinterprétation de l'île des morts qui est absolument fantastique, parce qu'en fait, il a imaginé ce qu'il y avait en dessous de l'île. C'est un des rares qui l'a fait, et la planche, on l'a vue à Angoulême en grand format, en 2 mètres par 1 mètre. C'est un truc de fou. La planche, elle est absolument incroyable. Un truc à voir, bref. Et du coup, l'île des morts, cette planche m'avait marqué parce qu'en fait, on la voit au loin, on voit une femme nue de dos qui attend sur la rive, et on voit le personnage de Mori qui ouvre une fenêtre qui donne sur l'île des morts et qui tend la main vers le lecteur. Et moi, j'y ai vu ce truc de le personnage est là pour nous emmener, nous mettre sur cette rive et attendre notre heure, en fait. Comme le personnage nu, parce que beaucoup de personnages qui meurent dans Vampire sont nus, notamment les femmes. La plupart des femmes qui meurent sont nues ou meurent durant des ébats avec les différents protagonistes. Il y a des hommes aussi, hein. Nus. Ouais, je précise. nus aussi. Et j'ai trouvé ça absolument fou, cette réinterprétation. Et en relisant un petit peu, en fouillant les autres planches, à chaque fois que Mori tue quelqu'un, il y a des pins en fond. J'avais pas fait et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais là c'est... Alors, pour le coup, le tableau me parle. Voilà. Et je suppose qu'il y a dans d'autres chapitres, dans d'autres illustrations, d'autres tableaux qui ont été repris. Auquel cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'intéresse, parce que je connais pas tout, forcément. Mais je pense qu'il a pioché de beaucoup d'œuvres occidentales et qu'il en a refait une espèce de melting pot à sa sauce, comme avec les influences du Kyoé. Et non, c'est
un grand artiste. J'ai pas forcément d'autres mots. Je pense qu'on pourrait faire une expo juste avec ces fameuses ex-libris, ces fameuses illustrations, sans forcément avoir de scénario. Expo interdite au moins de 18 ans, évidemment. Mais il y a beaucoup de choses à revoir. Hein. Il y en a une autre, je crois, avec des planches dans le bâtiment des affectés à la fin du tome 1, où on voit le sang par terre et on voit des lianes qui commencent à recouvrir le sang. Comme en fait, le sang est encore frais, mais il y a déjà la nature qui reprend ses droits, tu vois, sur la mort. C'est un claquement de doigts, en fait, tu vois, Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations à faire de toutes ces planches-là. La nature est hyper présente aussi, ça, c'est un truc que j'ai noté. C'est-à-dire que même eux, limite, les vampires, on les voit beaucoup évoluer dans un décor, que ce soit des forêts, que ce soit la nature ou quoi que ce soit, des fleurs, des plantes, comme si un peu, vu qu'ils se comportent un peu comme, je dirais peut-être des animaux dans leur façon de chasser et tout, comme s'ils étaient vraiment dans leur habitat naturel, en fait. Il y a une autre façon de voir l'usage de plantes comme ça, aussi poussé, ou c'est juste un rapport peut-être animalier ou à la nature, comme tu l'as dit? Déjà, j'ai vu beaucoup de lys dessinés, et ça, de mon expérience, en tout cas de pompes funèbres, c'était des fleurs qui étaient extrêmement présentes dans les bouquets qu'on mettait au pied des cercueils. Et d'ailleurs, une des plus belles, c'est une toute petite case qui fait ça. Enfin, les auditrices verront pas. C'est un lys avec une tache de sang dessus. J'ai trouvé ça sublime, ouais. Avec un lys dedans? Ou une tache de sang sur le lys? Juste un lys avec du sang, ouais, avec une tache de sang. C'est un lys blanc avec du sang dessus. Je trouvais ça vraiment très 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 beau, ouais. Et pour revenir sur quelques iconographies, je pense qu'on peut déjà mettre dedans l'origine du monde, page 95 dans Vampire 1. Voilà. Et donc l'origine du monde, c'est une verge. Voilà. Pour les auditeurs, c'est une corps de femme cachée à moitié par un drap. Je pense que c'est une citation également. Et le tableau de Prométhée, je crois, dans le tome 2 également. Avec Prométhée qui se fait manger le foie par les oiseaux. On a donc un personnage attaché à un arbre qui vit une expérience un peu similaire. Donc, je pense que là aussi on a une petite citation de tableau représentant Prométhée, qui est tout à fait en lien d'ailleurs. Je pense que l'iconographie et le sens des références apporte énormément de sens justement au scénario, et c'est pour ça que c'est difficile, je pense, de lire Vampire, outre le fait que toute la violence est là, mais je pense qu'il y a aussi quand tu chopes les références et tu dis en fait il y a telle référence veut dire tel message, transpose tel message, tu peux recomposer un autre scénario que celui que tu avais compris initialement. C'est un vrai puzzle en fait, Vampire. Je pense que c'est un bouquin qu'il faut mûrir, tu vois. Il faut lire une fois, deux fois. Il faut se cultiver, donc ça demande de l'investissement. Mais je pense que le lire maintenant à notre âge, parce que nous on est relativement jeunes avec Alice. Je te compte pas dedans, Ethno. Merci. Je m'excuse. Il est vache. Quand on sera un peu moins jeune de l'âge Ethno, on y verra d'autres choses. Mais je pense que si on le relit plusieurs fois dans notre vie, il y a moyen qu'on ait, avec toute la culture qu'on va accumuler, l'expérience, des expériences de vie et autres, on va avoir beaucoup de lectures différentes, encore une fois. Rien qu'avec des planches qui sont très simples, parce que dans une planche, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Alors, il l'a moins fait dans Vampire que dans Tomino, par exemple, ou dans d'autres œuvres. Tomino, c'est vraiment le plus marquant, je pense. Mais il planque toujours des trucs en fond, sur les côtés. En fait, faut regarder les objets. Et régulièrement, il y a des objets qui nous rappellent les mythes grecs ou des influences occidentales ou autres. Et en fait, c'est absolument fou parce qu'il est trop cultivé pour nous, en fait. Enfin, littéralement, tu peux pas tout avoir, ou alors faut vraiment avoir une culture de maboule et tu passeras forcément à côté de quelque chose. Mais chaque personne n'a pas la même culture, donc chaque personne y verra un truc différent, tu vois. Faut faire gaffe, mais faut pas le lire ça un peu endormi, quoi. Tu lui passes à 8h du mat. J'ai pas fait exprès. C'était 8h du mat, je l'avais à portée de main, je l'ai lu, j'aurais pas dû. Est-ce que tu l'as lu dans des transports en commun? Non, t'es fou. Remarque, c'est pas mieux. Honnêtement, J'étais au taf, alors c'était pas mieux.
Ouais. Bon, heureusement que tu m'as prévenu quand même, Loïc. L'ouvre pas dans les transports en commun. J'avais prévu de le lire dans le train. Je fais ok, non, on va pas faire ça. Non. Ouais. Mais c'est intéressant le lys. Tu vois, je savais pas du tout que. Enfin, j'ai pas fait attention à cette case. Donc, je vais aller la chercher après. Elles se font, je crois que c'est dans le tome 2 d'ailleurs. Elles se font au milieu des autres cases. Tu vois, elle est vraiment toute petite. Mais moi, ça m'attire. Je sais pas pourquoi. C'est ce contraste, le blanc d'ailleurs. Bon bah, c'est un contraste vraiment omniprésent. Hein, ça, c'est. Là, je sais pas pourquoi, ça m'attirait plus l'œil qu'à un moment, mais voilà. Ouais, j'irai la chercher. Je vais refeuilleter les livres en me disant où est cette case, où est cette fameuse lys. Un jour, si je suis motivé, je ferai des threads ou des tweets ou des trucs, hein, des posts Instagram avec toutes les références qu'on cite à chaque fois en termes d'imagerie dans tous les épisodes, parce que je me rends compte qu'on cite énormément de choses tout le temps et que les gens ils peuvent pas savoir, tu vois, s'ils ont pas connaissance. Donc mettez pause, arrêtez-vous si vous êtes sur le bord de la route, allez regarder ce que c'est que l'île des morts, les lys, le grand guignol, tout ça, puis continuez à écouter le podcast après. On peut passer à la partie un petit peu appropriation du mythe du vampire, si ça vous dit. Ou est-ce qu'on touche... J'avais noté une légère partie oui, Alice. J'avais le doigt. T'avais souligné un truc que je trouve vachement intéressant, c'est le fait que les yeux tout le long de Vampire sont dédoublés, quadruplés. Enfin, tu te retrouves avec un personnage qui a plein d'œils d'un coup. Le tout en volume, ça donne vraiment un effet hyper intéressant. Et ouais, si, je trouve que c'est intéressant d'en parler, si on a le temps. Des yeux ? Bah vas-y. Ouais. Je te laisse embrayer. D'accord, ok. Embrayer, très bien, j'embraye. Et ben écoute, à mes yeux, le travail qu'il fait sur le dédoublement des visages... Tes yeux. À mes yeux, ouais, t'as vu, je fais des vannes, des vanneception, c'est trop bien. Le fait qu'il répète comme ça les yeux qui sont du coup la fenêtre sur l'âme, ça c'est une image qu'on a tous, et par exemple les visages aussi, il a tendance à les dédoubler, à la fois ça fait un effet de mouvement qui est très intéressant et hyper hypnotique, et en même temps je trouve que c'est une façon de représenter l'obsession, parce qu'à chaque fois que c'est mis en scène, il y a une sorte d'obsession ou de désir carrément malsain qui se met en place, mais pas forcément de désir charnel, de désir de sang, de désir de violence, de désir d'atteindre un objectif. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'obsession, et ça provoque un effet de sidération chez le lecteur. D'un coup, on se dit, oula, ce personnage, j'ai pas envie qu'il m'approche, en fait. Et je trouve que c'est extrêmement bien joué. Et donc, aussi un effet de mouvement, parce que il y a un peu une accumulation de sensations, je trouve, qui fait que on est complètement happé par ces regards. Le travail des yeux est tout aussi envoûtant que le reste du graphisme. Moi, je voudrais rajouter un truc. Vous y ferez gaffe en lisant le bouquin. Il y a des moments où... Je l'ai noté avec ombre et lumière aussi. Il y a des moments où les personnages ont des ombres qui sont prédominantes par rapport à eux, et leur ombre s'étend sur le mur ou sur une surface. Le personnage est noir et l'ombre a un œil. Vous ferez gaffe à ça si vous voyez pas de quelle planche au pluriel je parle, ça arrive plusieurs fois. On a ce personnage qui disparaît complètement, qui n'est que matière, et en fait c'est son ombre qui porte l'œil, qui porte justement cette passerelle vers l'âme, comme tu l'as dit. Et j'ai trouvé ça absolument fou d'avoir imaginé ça, parce que c'est même pas en mouvement en plus, c'est vraiment le personnage, il est statique, son ombre porte cette porte, ça fait répétition, mais et lui ne l'a plus en fait. Et c'est souvent au moment où le personnage, je crois que c'est arrivé 3 fois, c'est les 3 moments où les personnages basculent dans le côté obscur avec des gros guillemets, et commettent leur premier acte, la première tuerie en fait. Et j'ai trouvé ça super bien pensé, mais alors et ça je l'avais pas capté la première fois, mais en lisant je fais ça, c'est bizarre, l'ombre elle a un œil mais pas lui, voilà. Et je me suis dit mais Peter Pan. Je pense Peter Pan. bien trouvé. Je pense qu'on pourrait faire il y a toute une thèse de psychanalyse à faire avec juste le travail des ombres et des yeux.
Non. Les ombres, c'est un truc de fou. Il y a des scènes, je pense, la scène, une des planches les plus marquantes pour moi, c'est cette scène où ils sortent, l'ogresse et Maury, la nuit dans la ville. Il y a une double planche avec la vie de la ville, et c'est du clair-obscur. Et c'est une planche qui est ultra simple. Quand tu regardes les formes, les hommes sont même pas si bien dessinés que ça. C'est beaucoup de silhouettes et de choses très évasives. Et globalement, la scène, elle est très très forte parce que eux sont ombragés, donc sont des silhouettes pleines, et tous les hommes sont des silhouettes coupées moitié ombre, moitié lumière. Eux sont tout ombre, mais la lumière part de eux en fait. Tu vois, en termes de composition, on a un truc qui est assez fou parce qu'il a commis l'irréparable. Il est devenu une ombre à part entière, elle aussi. Les autres humains ont leur part d'ombre, leur part de lumière, mais ils ont en quelque sorte embrassé les désirs les plus primaires de l'homme, et c'est eux qui créent la lumière en fait vers les autres. Voilà, je pars peut-être loin, mais Non, je trouve que c'est très juste, et j'ajouterais juste que c'est vraiment la planche, je trouve, qui nous permet de sentir qu'ils sont un peu comme seuls au monde en fait, et en même temps ils le maîtrisent. Et je trouve que c'est très complémentaire avec ce que tu viens de dire. Dans la lumière, ouais. Et c'est les seuls qui sont nets surtout. Tout le monde est flou, et eux deux sont nets en fait. Ils savent où ils vont. C'est une vraie scène de cinéma. Ouais, ils savent d'où ils viennent. Et en termes de composition, cette scène-là est très très forte. Et surtout, elle permet de situer un peu plus précisément l'époque dans laquelle on se trouve. Parce qu'on n'a pas de date. J'ai revérifié. Et là, on voit un peu, avec les habits, etc. On se doute un peu d'où on est. Et non, très intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les yeux, Ethno? Ou les yeux, en littérature, on voit pas d'œil, hein, on voit que des mots. Non. Alors, ça crée limite de nouveaux visages en fait, mais c'est pas. J'ai remarqué que c'était pas simplement sur les yeux. Hein. C'est vraiment des fois pour accentuer un mouvement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la photo un moment, il y a quelqu'un qui doit jouer de la guitare et on voit vraiment le mouvement de la main comme ça, où il y a deux ou trois mains qui sont dessinées pour faire voir que la personne est en train de jouer en fait. Et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que cet effet avec les yeux, c'est vraiment dans les moments cruciaux, en fait, où le personnage va accomplir quelque chose et qu'il est soit dans une peur intense, soit dans un désir, comme on disait tout à l'heure, intense, et que ça amplifie vraiment un mouvement rapide ou une pensée de quelqu'un qui soit voit arriver la mort sur lui ou quoi que ce soit, et que c'est vraiment soit la fin d'une vie ou soit quelque chose de très vif, en fait. Et que l'auteur souligne ces moments-là avec un mouvement rapide du visage. Mais voilà, des fois, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un nouveau visage, en fait, qui se dessine, un monstre, en gros, quoi. Ah, 3, 2, 4, 6 yeux, quoi. Ça fait beaucoup. Ouais. Plus il y a d'yeux, plus c'est impactant, je trouve. D'habitude, la quantité ne veut pas forcément dire que ça augmente en pression, mais là pour le coup plus il y a d'yeux, plus il y a une forme d'agressivité que le lecteur reçoit en pleine face, parce que du coup l'œil il nous percute vraiment en pleine face aussi. Ça me fait penser moi à Ryuko au niveau du découpage. On en avait parlé, le fait que le mouvement soit vraiment découpé à différents moments. Pour créer une succession d'actions et impacter un peu plus en fait. Je me suis dit tu vois, en termes de technique, il y a des trucs qui... C'est atypique, ça gêne un peu à la première lecture. C'est pas le pire, parce que je crois que dans Tomino la maudite, encore une fois, il y a carrément une scène où il y a un personnage qui tombe et il a une quinzaine d'œils en fait qui descendent en même temps que lui. C'est ça. Là, t'as le mouvement de la chute. Ouais, tu sens le vertige. C'est ça. Et il revit un peu, et les yeux ont pas les mêmes pupilles et la même dilatation en haut et en bas. En fait, il y a vraiment différentes étapes. Enfin bref, c'est. Ouais. On reparlera si on fait un épisode sur Tomino la maudite un jour. Parce que là au niveau des yeux, tu l'as lu ou pas, Alice? Non. Oui. Non, pas encore. Il est là, il est dans ma bibliothèque, mais. Il n'y a pas un. Je me fais un Mario à la fois, tu veux bien? Oui, mais tu verras, il n'y a pas un mec qui a les yeux qui regardent droit. Ils ont tous les yeux qui partent sur les côtés. C'est vraiment bizarre. Enfin, tu verras, mais dans le cas du bouquin, ça se tient. Il y a une explication
Voilà, si on parle de l'œil comme reflet de l'âme, tout ça, il y a une explication logique à tout ça. Tout tordu de l'esprit. Oui, bon, légèrement. Hein. D'accord. C'est Tomine la Maudite, c'est Frix, ceux qui ont vu Frix. Voilà, c'est la réinterprétation un peu de Frix de Maruo, au travers d'une dualité frère-sœur et bon. Je te laisserai découvrir. Voilà. Toujours des contextes émotionnels, charnels extrêmement chelous, on a compris. Voilà, je te laisserai découvrir ça avec grand plaisir. Donc on va passer cette fois-ci à la partie 2, l'appropriation du mythe du vampire, mais si on en a déjà un petit peu parlé. J'avais noté donc la mise en contexte de qu'est-ce qu'un vampire. Je pense qu'on en a déjà parlé en termes d'étymologie. Maintenant, en termes de mystification, Ethno, est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport la culture du vampire, que ça soit dans la culture pop ou même dans d'autres types de représentations peut-être? Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a tous la vision du vampire qu'on connaît. Après, celle-ci est un chouille différente parce qu'elle ne reprend pas des codes qu'on retrouve de partout. Mais grosso merdo, je pense qu'on reste sur le même principe en fait. Hein. Donc le mythe du vampire, on l'a dit avant. Dracula, vieil homme qui plus il boit du sang, plus il rajeunit. Sauf qu'ici, manque de peau, ça ne marche pas pour l'ogresse, du moins. C'est vrai qu'on n'a pas cette réponse-là pour les deux jeunes. Ah bah parce si, que un peu. elle, Si, on l'a la réponse. du côté de Luna, ouais. Ouais, du côté de Luna, oui, mais je sais pas si t'as remarqué, moi je sais que ça m'avait marqué à la première lecture, j'arrivais pas à comprendre la temporalité du récit. J'ai dit, mais c'est marrant, il a les cheveux vachement plus longs qu'il y a 2 pages plus tôt. Et je m'étais faite cette réflexion à la première lecture, après j'étais passée à autre chose. Et c'est à la deuxième lecture, je me suis dit, ah, mais c'est Luna qui donne la réponse, en fait. Donc si, il le dit. Ouais, mais si, est-ce qu'elle a pas bu de sang de bébé, elle? Ah, je suis pas sûre que c'est un lien avec les bébés, par contre. C'était la question que se posait l'ogresse, c'était est-ce qu'en consommant des nouveau-nés, elle rajeunirait? Mais vu qu'elle était déjà vieille de base, physiquement... Bonne question. Parce que oui, disclaimer, mais il y a des bébés qui... Ouais, je pense que ça, c'est l'une des images les plus violentes, en fait. Voilà, autant le dire. Si vous avez un problème... Enfin, si pour vous, la vue d'un nourrisson mort, faut dire ce qui est insoutenable, n'ouvrez pas le livre. Rien. Voilà. Non, il y a 3 scènes comme ça, une avec un bain, une avec un bébé encore en vie, et voilà. On va pas y revenir, mais c'est extrêmement violent. Et voilà, c'est pas pour tout le monde. Petit disclaimer. Si vous étiez, il y en a sûrement parmi vous qui sont en train de commander sur Amazon les 2 tomes. Il y en a d'autres qui ont déjà dit les 10 premières minutes du podcast commencé, se sont dit ok, c'est pas pour moi. Et j'estime qu'on est quand même sain d'esprit, nous. Mais voilà, faut savoir dans quoi on s'embarque. Moi, je le savais pas quand j'ai lu Vers Vampire. Je savais même pas de quoi ça parlait. Je savais juste que l'auteur était renommé. Et j'avoue que... mais maintenant, j'y fais plus gaffe. Ouais, tu vois, Garden de Furuya, je savais que ça traitait de l'enfance, donc je savais à quoi m'attendre. Mais même en sachant à quoi m'attendre, l'histoire de Amy, qui parlera à ceux qui ont lu Garden, elle m'a explosé le cerveau. Hein. J'ai fini le truc, j'étais pas bien du tout, mais bref, voilà. Mais Maruo, ouais, faut faire gaffe à ça. Ouais. Quand on lit du Maruo, ouais, faut s'attendre à des choses. Si avec ça. Si avec ça. Non, pour moi c'est vraiment le summum. Tu vois ça, pour moi c'était vraiment le summum. C'est là j'ai passé mon. Tu peux pas faire pire dans les yeux. Mais, non, je suis d'accord. C'est vraiment le point de non-retour. Hein. C'est si tu passes la case, t'es parti pour tout lire. Sinon, ça va te faire refermer le bouquin. Voilà, c'est un peu le test, quoi. Ouais. Kago faisait ça aussi. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Oui, par rapport au mythe du vampire, la mise en abîme de l'adolescence et du coup du passage découverte du sexe, du corps de l'autre, etc. Qui, je pense, est beaucoup plus central que ce qu'on pense dans ce récit. Ce passage-là, comme on l'a dit, la plupart des meurtres sont faits sur des personnes nues, hommes ou femmes, sont faits pendant l'acte, et même la transmission du sang n'est pas, c'est pas commun, quoi. C'est-à-dire que la première fois que le sang est transmis, c'est le sang sort de la langue de la personne, donc
voilà, c'est un échange buccal, quoi. Et dans le tome 2, on a la même chose, mais de manière sexuelle. Donc avec... c'est ça, en fait. Le Philippin, c'est son sperme qui lui donne... Eh ben, je ne sais pas et je me pose la Je question. me pose la question, ouais. Et j'ai cru comprendre ça aussi, et honnêtement, ça me met très mal à l'aise. Mais j'ai cru comprendre ça aussi. Ouais. Mais ça me fait penser au film de Dracula de 1931 de Todd Browning. Je sais pas si ça vous parle. C'est un film en noir et blanc. Ça date. Voilà. Oh, je me doute qu'en 31, c'était en noir et blanc. 1931, ouais, c'était en noir et blanc. Et dans ce film-là, quand je l'ai vu beaucoup trop jeune, je crois. Mais j'étais vraiment, je crois que le bon terme, je pense que ça doit être subjugué par la façon dont Dracula corrompt du coup les femmes qui l'intéressent. Donc Mina, mais pas seulement, il y a du coup Mina Murray, mais pas que Mina Murray, il y a d'autres femmes aussi qui essayent de vampiriser. Et à chaque fois, c'est hyper sexuel. En fait, c'est tout en tension, c'est tout en... T'as l'impression que les femmes vont avoir un orgasme alors qu'elles sont même pas conscientes. C'est... Waouh. Faut être préparé aussi à voir, je trouve, ce Browning-là, enfin cette version de Dracula. Et c'était assez... ça m'a beaucoup rappelé, en fait. Vampire m'a beaucoup rappelé ça, que à chaque fois, t'as une forme de... que le désir est pas dans la transmission du fait d'être vampire, mais quand le vampire passe définitivement de l'autre côté, il commet son premier meurtre, il décide de devenir vampire, en fait. Et c'est mourir ou être un vampire, ils font le choix d'être un vampire, et ils ont tous ce moment un peu d'extase où ils ont l'impression qu'ils ont une fleur qui leur pousse dans la tête. Ils sont à ce moment-là complètement inondés de plaisir, complètement submergés par un sentiment qu'ils ne connaissaient pas. T'as l'impression qu'en fait ils sont en train de se faire défleurer. c'est vraiment, vraiment particulier. Ça m'a énormément rappelé Dracula de Browning. Encore des fleurs. Encore des fleurs. Est-ce qu'il y avait un lys? Ça me rappelle... Est-ce qu'il y avait un lys? Bah oui, je crois. Pour le dernier vampire qui se transforme, il me semble que c'est son lys. Ouais. Oui. Et encore une fois... Excuse-moi, pour ce qui est de la transmission par voie orale, c'est pas la première fois que je vois ça, et notamment dans Entretien avec un vampire, si je me souviens bien. Ça se passe comme ça aussi. C'est comme ça qu'ils créent les vampires. Ils doivent s'embrasser? Non. Du souvenir que j'en ai, en tout cas, les stats s'entaillent le bras ou se mord le poignet, et il fait couler le sang dans la bouche de... Oh putain, j'ai mangé son nom. De l'humain qui deviendra vampire, je me souviens absolument pas de son nom. Et c'est comme ça que ça se passe. Et je crois que ça se passe comme ça, pareil pour la petite après et tout. C'est de la transmission. Mais là, il se coupe pas le bras, il se coupe la langue. Et oui, à chaque fois, c'est la langue. Tu vois. C'est ça qui, moi, m'a paru particulier. Oui. Ouais. Miro, quand il donne son sang à Luna, il se taillade la langue aussi. D'accord. Okay. Mori, pardon. Ouais. Et c'est là que je me dis, il y a peut-être un truc, parce que les 3 fois où on voit des gens se faire transformer, c'est soit la langue, soit par un rapport sexuel. Et là, c'est... De toute façon, on va pas se mentir, le sexe est extrêmement punitif dans ce bouquin. Hein. Oui, non. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, avec du sexe, tu es sûr qu'il y a un mort dans les 3 cases d'après. Hein. C'est clair. Mais je pense que ça a énormément un lien avec le fait qu'au tout début, Luna instaure le fait que le sexe, c'est mal. C'est mal. Ouais. Le sexe, c'est vulgaire, c'est pas bien. Et je pense que il y a une grosse iconographie. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a aussi une grosse iconographie chrétienne dans les Mario en général, et que ça se ressent un peu dans... Ah oui, en effet, Mori se tranche la langue. Ça se ressent un peu dans Vampire, plus dans d'autres bouquins. Ouais, genre Paraiso, je suppose. Paraiso et pas que l'enfer en bouteille. Ça aussi.
Ouais. Bah oui, mais il s'installe proche d'un clocher en plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils font un gros fuck à ce truc-là parce que il voit l'ombre du clocher, il est en mode oh non, une croix. Elle le regarde en mode tu me racontes là. Le mépris, c'est l'une des rares scènes normales que vous pouvez voir dans Vampire, c'est Tu me celle-là. racontes quoi, une croix, qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, c'est assez lunaire à ce niveau-là, ouais. Et je pense qu'il y avait à ce moment-là, on est post-occupation américaine. Et on sait que les Américains avec les Japonais, ils n'ont pas été très. C'est vraiment respectueux. Oui, il y a beaucoup de. Enfin, bref, on va pas revenir non plus sur cette partie-là. Si vous voulez en savoir plus, lisez Sengo. Voilà. Ouais. SENGO, lisez Sengo. Saga historique en 7 tomes, excellente pour savoir comment ça s'est passé l'après-guerre. Voilà. Et la reconstruction, je pense qu'il y a eu je sais pas, je dirais, la société est devenue beaucoup plus pudique, ou peut-être qu'ils se sont réfugiés dans la chrétienté ou autre, et que justement ce truc du sexe était devenu un peu pas tabou, mais même encore aujourd'hui, hein, le sexe au Japon, tu regardes, c'est... Vas-y, ouais. Je te laisse... Ouais, non, parce que ça ferait un podcast à mon discours tout seul. Non, le marché du sexe au Japon est très, très, très lucratif. Et pas dans le mauvais sens, en fait. C'est loin d'être un tabou. Justement parce qu'il y a toute une panoplie de fantasmes qui sont complètement acceptés par la société. Et par exemple, sur le marché du sexe, le seul truc qui est interdit, c'est la pénétration. Tant qu'il n'y a pas de pénétration, tu peux tout faire. Donc du coup, c'est pour ça que t'as des bars spécialisés qui sont vraiment hyper méga spécifiques. Et j'en ai parlé pas mal sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes qui ont lu ce bouquin, mais donc dans le bouquin du coup de Jake Adelstein, il a vraiment un nom super compliqué. Jake Adelstein est l'un des premiers journalistes et le premier journaliste du plus grand journal japonais qui est entré alors qu'il était gaijin, donc il était étranger. Et il a couvert notamment tout ce qui est lié qui était en lien avec les faits divers et les travailleuses du sexe, travailleuses et travailleurs du sexe, et notamment toutes celles qui étaient importées au Japon de façon plus ou moins légale. Plus ou moins consenti. Et ça a été, c'est extrêmement intéressant parce que justement, il raconte comment ça se passe. En vérité, la législation sur le sexe au Japon, sur le commerce du sexe au Japon, et ça aussi, il explique aussi du coup l'idéologie et les normes sociales qu'il y a autour de ça. Et c'est très très loin d'être quelque chose de. Les Japonais sont pas sans ni touche en fait. Pas du tout. Non, mais est-ce que à ce moment-là, les années 70, hein, fin 60, début 70, vu ce qu'ils ont vécu avant, il n'y a pas eu un pas en arrière, tu vois? Aucune idée. Je sais pas. Ça demanderait des connaissances qu'on n'a pas forcément pour le moment. Mais je demande pense un spécialiste de la société japonaise aussi. Je pense pas que ça soit anodin qu'on ait tout ça en fait à ce moment-là parce qu'il aurait pu raconter Vampire à n'importe quelle période. Il a écrit ça en 2003. Qu'est-ce qui le forçait à sortir une histoire qui se passait dans les années 60? Rien. Il aurait pu écrire ça en 2000, là où tout est accepté. Mais il sort ça à un moment donné où c'est pas le cas. Et je pense qu'il y a sûrement un truc derrière, tu vois. Je pense que c'est un rapport avec le vice en général. Et je pense notamment à ça à cause de l'enfer en bouteille. Où, pareil, on est dans un Japon après-guerre, l'influence américaine est là, l'influence chrétienne est là, et elle est pas dépeinte comme quelque chose de salvateur, au contraire. Enfin, ça dépend des nouvelles, mais plutôt non. Parce que du coup, l'enfer bouteille, c'est plus des petites nouvelles, mais qui ont des liens les unes avec les autres. Et je crois que c'est un rapport avec le vice, avec le fait, avec l'immoral en général. Mais ça serait à creuser. Ouais, ça serait à creuser. Dans un autre podcast, l'immoralité et le Japon. Et pourtant, à aucun moment, il n'y a ni de religion, ni quoi que ce soit, c'est ça qui est marrant. Oui, c'est vrai. Mais l'iconographie est là à chaque fois. Exemple du dos de
des livres. Ouais. On peut retrouver des petites Ouais. croix, on peut retrouver. Ah, mais c'est ça. D'ailleurs, les couvertures. Enfin, la couverture, moi, c'est celle du tome 2. Ouais, on a un petit diable dénudé. Une petite diablesse dénudée. Et quand on parlait du coup de. Pareil, de théâtre de Grand Guignol, je pense que pareil, sur les couvertures, on a les références. Pour trouver référence après référence. C'est comme s'il avait fait un patchwork de toutes les références qui pullulent dans le. Surtout Donc, sur le premier, je trouve qu'il a vraiment une attitude de pantin, le perso. Ah, grave. D'ailleurs, les dos, ça ferait des belles covers d'albums de métal. Exactement. Ouais, Nous carrément. qui écoutent beaucoup de métal, là, ouais. Une bonne petite coupe de Powerwolf, parfait. Je sais pas, je vois qu'il y a un oiseau rouge sur le dos de la première. Il y a un truc avec les oiseaux. Je suis sûr qu'on sait pas tout. Bah, pour moi, c'est un peu la liberté, tu vois. Les oiseaux. Alors, la lune, le paradis, les oiseaux, la liberté. Et les fleurs, la transformation. Je crois que j'avais pensé à un truc comme ça. L'immortalité. C'est ça. Les plantes, l'immortalité, parce que du coup, c'est des plantes qui poussent dans leur tête quand ils deviennent immortels. Le paradis, c'est la lune qui est un trou dans le ciel plutôt que un satellite vers l'autre monde. Et les oiseaux, la liberté. Pour moi, c'est ça. Mhm. D'accord. Honnêtement, ça me fait beaucoup penser à Rimbaud, à Ronsard, pas à Rimbaud, à Ronsard. Je lis un vampire, j'ai le poème Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose. Ah ouais, elle est éclose, mais je l'ai trouvé en vieux François qui ce matin était éclose, sa robe de pourpre au soleil a point perdu sa vesprée, les plis de sa robe en pourpré et son teint au vôtre pareil. Bref, il lui dit conclusion, t'es belle aujourd'hui, vis aujourd'hui, parce que demain tu seras une fleur fanée, quoi. Mais franchement, moi, je le dis vampire, je vois Ronsard. Mais il y a moyen, il assume piquer piocher dans plein de références occidentales partout, hein, Maro. Française d'ailleurs. Ouais, c'est bien la France. Angoulême 2023, 2024. Oui. Ah bah non, mais on a fait Ito, donc maintenant c'est bien, on a fait le tout public. Il est temps de passer au niveau au-dessus et d'attaquer Maro, quoi. J'attends des autrices de shoujo. Ça va tirer du monde. Hein. Bah peut-être l'autrice de Ai Aizawa, peut-être pour Nana. Je sais pas. Je ne sais pas. Moi j'aurais bien aimé on fera un podcast Paris. ou Gashimura ou autre. Mais après il faut trouver. Alors moi je suis pas expert en autrice et encore moins en shoujo, mais doit y avoir autre que Moto Hagio ou Takemiya, doit y avoir plusieurs autrices qui pourraient être portées sur une exposition. Tu vois, il faut qu'il y ait quand même une utilité d'avoir des planches en grand et un truc à raconter. Et là, on voyait, c'était Ushida. J'ai checké vite fait les planches c'est Yoshimi Ushida, je crois. Lindell et compagnie. Ce serait incroyable. Effectivement, ouais. Les planches sont magnifiques. En termes de scénario, je sais pas, j'en ai pas encore lu. Mais c'est vrai que si vous voulez Lidl disponible sur Mangayo pour ceux qui ont la flemme d'acheter les bouquins. Moi j'ai Mangayo, moi. Voilà. Mais oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. La dernière émission, je crois que Inès avait parlé de Rumiko Takahashi en expo et de faire un truc très ludique. Mais qui était venue. En fait. Rumiko Takahashi, elle est venue il y a pas si longtemps que ça. Mais on est complètement en train de sortir du sujet. Mais Rumiko Takahashi est venue il y a 2018. Mais quel serait un épisode si on digressait pas sur le truc qui n'avait aucun rapport? C'est une bonne question. Mais ouais, mais tu vois, attends 2 secondes. Je retombe sur mes pattes. Ça va être magnifique. Dans l'iconographie du vampire, il y a un bouquin. Si on n'a pas envie de lire un truc exactement de vampire ou qui s'appelle pas vampire, mais qui est quand même du vampirisme, il y a Mermaid Saga de Takahashi. Voilà. Ah mais ça, on en parle après dans la 3e partie. Il faut commencer maintenant d'ailleurs. Voilà, mais alors, superbe pont, 3e partie. Vous avez envie de lire Vampire, les bébés morts ne vous choquent pas, l'inceste et le viol. Il a osé, quoi. L'inceste et le viol, vous trouvez ça esthétique? On a pensé à des œuvres pour vous.
Non, voilà. Si, Inceste, t'es sûr? Je crois pas qu'il y ait d'inceste en vrai. Non, par contre, j'ai il y a dû un confondre avec un autre masturbe Maro. avec un doigt de Mac. Ouais. Oh oui, Voilà. et une blessure. Si la qui nécrophilie Voilà. ne vous rebute pas. Non. On a pensé à vous, si ce genre de récit vous plaît aussi, bien si les thématiques plus vous plaisent, et que vous cherchez des lectures plus soft. Voilà, plus adaptées, peut-être pour découvrir cette ambiance plus macabre de la culture populaire, parce que j'ai noté des trucs qui sont pas spécialement que japonais. On a pensé à d'autres œuvres pour aller plus loin. Et donc je te laisse, Alice, nous parler de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi. Ouais, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. C'est une duologie aussi, sous forme de recueil de nouvelles. Donc ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je suis une immense fan de recueils de nouvelles. C'est un récit d'un immortel en fait, quelqu'un qui a mangé la chair de sirène et qui est devenu immortel. Et on suit ses pérégrinations parce qu'en fait lui tout ce qu'il veut c'est arrêter d'être immortel. Il veut pouvoir vivre sa vie normalement. Et il cherche du coup des sirènes. Parce que les sirènes, elles sont pas si faciles à dénicher que ça, parce qu'elles sont cachées parfois parmi des humains. D'autres fois, elles ont des plans un peu machiavéliques qu'elles fomentent dans un coin du monde un peu reculé. Donc il y a plein de formes de sirènes différentes. Elles sont cachées de différentes façons aussi. Elles ont des objectifs différents. Et elles ont toutes là, le lien avec le vampire, c'est qu'en fait, le sang des sirènes, selon la légende, rendrait bel et bien immortelles. Et donc, elles sont chassées, en fait, pour leur sang. Donc, elles sont cachées pour ça aussi. Sauf que, évidemment, il y a un coût. Et que tout le monde et n'importe qui ne peut pas devenir immortel avec du sang de sirène. Et évidemment, les sirènes, elles le savent et elles en profitent. Donc, il y a tout un délire de la quête de l'immortalité, mais aussi du coût à payer, et du coût à payer d'être une sirène, et le coût à payer de vivre sous le joug d'une sirène. Il y a plein de thématiques différentes qui sont abordées, toujours avec cette dichotomie du monstre humain, ou de l'humain qui va devenir monstre soit volontairement, soit malgré lui. Et c'est très intéressant à lire, et je trouve que c'est tout à fait dans les thématiques du vampire. Et c'est une lecture qui est très chill, parce que, ok, il y a un peu de la violence, parce qu'on parle quand même de la reine du shonen, hein, Rumiko Takahashi, c'est la reine du shonen, il y a un peu quand même de la baston, et ça reste tout à fait digeste, c'est pas du tout aussi sordide, on sort vraiment du genre du sordide gore de Mario. Par contre, on est dans une lecture qui va être beaucoup plus slice of life, en fait. On suit des personnages dans leur quotidien, certes très mouvementé, mais on reste quand même dans un sorte de voyage. Et par contre, ce bouquin n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il s'arrête, c'est la fin de la série est terminée, mais on est sur une fin qui est tellement ouverte qu'on se demande si c'est vraiment fini. Et c'est un peu frustrant pour ceux qui n'aiment pas. Et voilà. Pour moi, c'est le seul défaut. Sinon, il y a Vampire, mais Vampires avec EERZ aussi, qui est une histoire de vampire, et qui est un Yuri, qui est une sorte d'amour entre deux vampires. Enfin, entre une vampire et une humaine. Mais, De chez Akata, hein. C'est ça, Vampire. Je crois que je te relis ça. En 2 tomes à l'heure actuelle. J'avais failli l'acheter. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à Shuzo Oshimi. Mon œil affûté l'avait vu. Et j'avais pas passé le cap. Je sais plus pourquoi. Je pense que j'attendais qu'il y ait plus de tomes de sortie. Mais la thématique... ouais, c'est ça. La thématique amour interdit dans tous les cas. Et ça me tentait bien. Mais ça, c'est chez Akata, collection large. Et le tome suivant sort le 15 juin. Voilà. Donc un rythme de sortie assez soutenu pour cette série-là. Ethno, tu l'as pas lu? Non. Je tente, hein. Je sais, je connais la réponse. Mais je me dis bon. T'as des conseils de lecture ou cinéma sur les vampires? Ouais. Alors, au-delà de conseiller l'éternel Anne Rice, qui d'ailleurs fait du super boulot, hein, on est d'accord. Moi, j'avais lu les stats à l'époque, c'était vraiment super.
On traverse les âges avec le vampire, on connaît sa création, les personnes qui l'ont créé, tout ça, c'est vraiment excellent. Juste étrange qu'au bout d'un moment il monte un groupe de rock, mais bon, voilà, pourquoi pas. C'est un vampire qui vit dans son époque. Mais comme dans Scooby-Doo. Ah. Il n'y avait pas le groupe de rock avec les meufs vampires là? Je sais pas du tout ça, par contre, mec, Scooby-Doo, c'est pas mon truc. On y va! Ce sont les sorcières! Doucement les gars, ce ne sont que les ex-girls. I'm gonna cast a spell on you. You're gonna do what I want you to. Mix it up here in my little bowl. Say a few words and you lose control. I'm a hex girl and I'm gonna put a spell on you. I'm gonna put a spell on you. I'm a hex girl and I'm gonna put a spell on. Scooby-Doo, quand même. C'est du black metal, moi, si tu veux. Scooby-Doo, fini. Je t'enverrai, d'accord. Je veux bien. Donc, au-delà de Scooby-Doo, au-delà de Anne Rice, j'avais lu un recueil de nouvelles d'une nana, je crois, qui était anglaise, qui s'appelle Tanis Lee. Tanis, T-A-N-I-T-H, Lee, voilà. Et je me souviens d'avoir lu un recueil de nouvelles qui s'appelait Écrit avec du sang. Ça sort pas beaucoup des sentiers battus, mais par contre c'était super bien écrit. On a vraiment le vampire dans toute sa splendeur, très classe. On n'est pas sur le même niveau classe sociale. En fait, si tu veux, là, on est vraiment sur un vampire haut de gamme, vraiment très friqué, tout ça, très sensuel, avec les petits froufrous qui sortent des manches et tout. Et je garde vraiment un super souvenir de ce bouquin parce que déjà j'en avais marre d'entendre parler d'entretien avec un vampire et tout ça, même si ce bouquin possède ses qualités indéniables. Mais voilà, sinon après au niveau cinéma, pour ceux qui n'auraient pas vu merde, je vous en ai parlé tout à l'heure en plus. Une nuit en enfer de Rodriguez et Tarantino, celui-ci, voilà, ça reste une référence. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais d'un film qui s'appelait sobrement Vampire. Et je vous parlais de John Woo, mais pas du tout. C'est John Carpenter, en fait, qui l'a fait celui-ci. C'est un film des années 90, il me semble, qui se regarde. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas non plus le truc de ouf. Je vous déconseille en bouquin le Dracula. On a fait une chronique dessus avec les Annales d'Opale, c'est juste imbuvable. La première partie est excellente, mais ne vous lancez pas là-dedans. Warning. Ah ouais, non, putain, c'est extrêmement chiant. Après, le bouquin porte le poids de ses années aussi, je pense, donc concrètement... Lequel voilà. Dracula en bouquin? De Bram Stoker. Ok. Voilà. L'original. C'est pas l'original Ouais. Si, à la base, c'est celui qui a été qui a lancé un petit peu le truc, mais il est vraiment indigeste sur la fin, surtout. Il est divisé plus ou moins en 3 parties. La première partie est excellente parce qu'on a vraiment affaire au conte et à son environnement et tout ça, donc dans son château des Carpates, pardon. Il y a pourtant un postulat qui est super intéressant avec le contraste entre Van Helsing et Dracula. Van Helsing qui arrive avec les technologies, Dracula qui est un vieux de la vieille avec la science et tout ça. Donc c'est vraiment dommage parce que dans la deuxième partie du bouquin, on n'a presque pas affaire à lui. En fait, il est vraiment suggéré, il est là. C'est une menace qui plane un petit peu, mais c'est tout. Ça devient épistolaire et c'est vraiment assez particulier à lire. Donc c'est pas un bouquin que je conseillerais pour une personne qui veut lire vraiment du vampire un petit peu comment dire, avec de l'action et des machins comme ça. Sinon, je peux vous conseiller un album de musique qui traite du thème du vampirisme, qui s'appelle Dusk and Her Embrace. Alors désolé pour la prononciation, je suis pas très bon. Du groupe Cradle of Filth et même les albums d'avant aussi qui traitent du vampire un peu romantique et tout ça. Donc on a beaucoup de clavecins, on a de l'orgue, des machins comme ça, tout ça sur des rythmiques hyper black metal. Et une voix Metal harmonique. Non, on est plus sur du black metal. On est sur du black metal, mais un peu plus à tendance gothique en fait.
j'adore. La voix peut être insupportable, mais voilà, même dans le livret, ils sont grimés en vampires et tout. Et moi, je sais que quand j'étais tombé dessus à l'époque, j'étais pas bien vieux parce que c'est un album qui date de 96. Et ça m'avait mis une sacrée claque et c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé au vampirisme en fait. Ok. Tu peux en dire le titre? Dusk and Embrace. Si tu veux, je te l'enverrai sur le chat. Merci. Je le mettrai en lien de l'épisode. Et voilà. Ok. Et ben moi, je vais juste contrebalancer pour Bram Stoker. Je vous conseille l'adaptation BD de Georges Bess, qui est un illustrateur beaucoup trop fort et qui, depuis 2019, s'évertue à republier en BD très très grand format. Les BD sont absolument immenses. Des classiques de la littérature fantastique / horrifique, notamment avec Frankenstein donc de Mary Shelley, Dracula donc de Bram Stoker, et je crois qu'il y en a eu un troisième dont je n'ai plus le nom, mais le bouquin est absolument dantesque. C'est trop bien. Franchement, c'est excessivement bien dessiné et c'est beaucoup plus limpide à lire et à digérer, j'ai l'impression. Surtout si vous êtes un petit peu allergique aux gros romans. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Et j'avais noté, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Happiness de Shuzo Oshimi, qui traite le vampire d'une autre façon, toujours via le prisme du sexe, mais un peu plus dissimulé. Et l'appartenance au groupe aussi. Voilà, pour ce Shuzo Oshimi là. Et sinon, j'avais noté l'enfant insecte de Hideshi Ino. Un enfant qui, à force de manger des insectes, se transforme en insecte. Et ça m'a un peu fait penser au début avec Mori, parce que Mori, il est quand même tenté, tu vois, de devenir vampire. Elle lui pose la question et c'est lui qui se penche vers elle. Et même dans sa construction après, j'ai revu un peu de ce genre horrifique-là, donc du Japon des années 60-70, donc techniquement de l'enfance de Maruo, qui aurait grandi peut-être avec ces bouquins-là, de ces actes un petit peu dégueulasses qui font que tu vas te transformer et qui vont conditionner ce que tu vas devenir après. Dans le cas de vampire, donc la violence, le sexe, quête d'immortalité, tout ça. On en a déjà parlé. Voilà, ça c'était pour mes pour aller plus loin. Et tout est beaucoup plus soft, y compris le Hideshi Ino. On s'attend à un truc un peu dégueulasse. Je pense à la mouche de c'est Cronenberg, qui est un peu plus voilà en film. Mais là, Hideshi Ino, c'est plus soft, c'est un peu plus peut-être ça fait un peu pantin, quoi. Moi, dans le dessin, ça m'a beaucoup fait penser au Tsuge. Je sais pas si... Ouais. Ça parle la vis, tout ça. Ouais. Tsuge est l'auteur de manga. Oui. L'homme sans talent, etc. Enfin, l'homme sans talent étant plus connu, je crois. Peut-être que je dis de la merde. C'est le seul que j'ai lu. La vie, c'est celui qui est le premier qui me vient en esprit. Moi, j'ai lu l'homme sans talent, j'en ai pas lu d'autres. Alors, pour le coup, l'homme sans talent ressemble pas du tout à Hideshi Ino. Ah, mais peut-être que... C'est une analogie juste parce que les corps sont déformés, mais... Peut-être que celui que tu cites, ouais. En tout cas... Bon, voilà. T'avais d'autres références, peut-être, Alice ? Bah... Non, pertinente. pas vraiment, parce que... comment dire je trouve que c'est la moins pertinente de tous, mais quand on parle de transformation et de... le sang va entraîner une transformation, que ce soit vers le monstre ou vers l'humain... Je pense que on ne peut pas ne pas penser à Karakuri Circus, donc c'est le sujet en fait, de devenir humain ou devenir monstrueux en fonction de ce que tu as dans le sang, et enfin de ce qui te sert de sang plutôt. Donc voilà, mais c'est tiré par les cheveux parce qu'en fait c'est pas la thématique à proprement parler. On est complètement dans un autre genre, mais ouais, on est quand même sur du vampirisme, de la contamination des autres avec des conséquences qui sont dramatiques. Et sur aussi un petit côté harlequin. Voilà, on retombe un peu sur les guignols. Sur le grand guignol, on est aussi sur un petit côté harlequin les personnages sont des pantins plus ou moins différents degrés, pareil en fonction de ce qu'ils ont dans le sang. Donc je crois qu'il y a pas mal de résonance aussi avec
et avec Vampire de Maruo, et avec l'objectif du vampire, qui est l'immortalité. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? On le saura à la fin de toutes ces séries qu'on vient de citer. Tu veux dire qu'il faut que j'aille plus loin que le tome 3 de l'édition double de Karakuri Circus? Ah ouais, définitivement, si tu l'as pas fait, fais-le. C'est trop bien. J'en suis au tigre. Bah, je ne dis pas plus pour ceux qui lisent, Ah mais ouais, j'en suis au tigre. As Beast, comme il s'appelle. On est en train de faire une One Piece là. Ouais, j'en suis à tel arc, il vient de se passer ça. Bah, ça reste un shonen découpé en arc narratif. Donc là, j'en suis à l'arc du cirque. Voilà, le premier cirque. Je sais pas si on aura d'autres après. Je connais absolument pas Karakuri Circus. Non, c'est J'avais bien. commencé à lire parce que j'avais vu toute la hype. Non, pas la hype, mais les bonnes retombées. Moi, je suis pour le coup, je suis pas quelqu'un qui vit dans la hype. Hein. Un truc qui va être hypé, moi, personne, ça va pas me hyper. C'est je vais être tenté par un truc parce que ça a l'air de me plaire ou pas. J'arrive à faire encore le. Mais ouais, Karakuri, j'ai vu beaucoup de gens comme Prisonnier Riku. Il y a un peu cette aura de ça fait partie des grands shonen qui sont pas les plus réputés, mais qui ont fait partie du. Enfin, shonen, oui. Non, j'ai de la merde. Je suis pas un shonen. Ça fait partie des grands. Attends 2 secondes, on va vérifier avant de se faire taper sur les doigts. Mais ouais, ça fait un peu partie des grands. C'est là. Je dis ça, moi j'ai découvert avec la réédition. Je connaissais pas du tout avant la réédition. Mais ça me fait tellement penser. Alors, pour prendre que des trucs qui sont sortis récemment, ça me fait tellement penser et à Full Night et à Millennium Darling. En fait. Ah oui. C'est sur des thématiques qui sont à la fois tellement anciennes et qui parlent tellement dans l'actualité. C'est très bien traité. Et scénaristiquement, il t'étonne. Il t'emmène dans des endroits que tu n'aurais pas soupçonné. C'est une très bonne série. Personnellement, je ne suis pas du tout déçue d'avoir commencé. Ouais, si on veut pas dire shonen, de récit d'aventure peut-être, récit d'aventure, de quête initiatique, de. Oui, bon d'accord, ok, c'est un shonen. Il a été publié dans le Weekly Shonen Sunday. Je suis désolée, voilà. C'est un shonen définitivement. Voilà. Mais voilà, les récits d'aventure. D'ailleurs, mention Karakuri. J'en suis qu'en tome 3, mais j'ai trouvé ça super intéressant que le héros, on voit ses blessures. Oui. Le mec va à la piscine, il est entaillé de partout. Et je me suis dit, mais attends, mais j'ai jamais vu un héros de shonen avoir des blessures. Et non. D'habitude, ça dépend lesquels. Il guérissent tout de suite, tu vois. Rapidement, hop. Bref, c'est pas le sujet. Même si les vampires guérissent rapidement également. Oui. Voilà. Eux, c'est normal s'ils n'ont pas de blessure. On retombe sur nos pattes toujours. Avez-vous un mot de la fin pour ce sublime épisode très poussé? Finalement, on est quand même allé loin, hein, je suis en train de me dire. Hein. Dans l'analyse et les thématiques et les références, je trouve qu'on est allé beaucoup plus loin que ce que je peux faire d'habitude. Mais cool, j'ai appris des trucs, même moi qui ai préparé l'émission, j'ai appris des choses. Est-ce que vous avez donc un mot de la fin par rapport à Vampire? Est-ce que vous le recommanderiez à un proche? Ethno. Ouais, ma petite. Non, non. Elle a quel âge? 3 ans. Non. Je pense pas que dans mon entourage, il y ait beaucoup de personnes qui soient capables de supporter ce genre de lecture. Après, voilà, en conclusion, on sait clairement où on met les pieds, encore une fois. Donc, si on recherche une expérience, on la trouve. Moi, c'est un peu ce que je cherchais quand j'ai commencé. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Et concrètement, même si c'est pas fait pour moi, ça m'a quand même touché dans une certaine mesure. Donc, pour les personnes qui recherchent des lectures qui ébranlent, ouais, sans hésiter. Alice? Je pense. Alors, du coup, j'étais en train d'imaginer mes proches, mais mes proches qui lisent pas du tout de manga. Donc, à la pelletée, mon frère, ma mère, mon père, je leur ai dit qu'ils les lisent. Ils me regardent comment après. Mal, ma mère, elle va faire. C'est quoi ce truc? Non, merci, pas pour moi. Mais ceci dit, moi, je le conseillerais à des personnes qui ont envie de voir des beaux ouvrages. Ou peut-être, on n'en a pas parlé, mais l'édition de Vampire est très 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 belle. Elle est superbe. Il y a une
très bonne qualité d'image. Pareil, enfin, je veux dire, si vous avez envie de lire un livre qui est beau, mais qui est beau, clairement, oui. Clairement, oui. Et au-delà, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont métaphysiques en fait dans Vampire que au-delà de la violence, au-delà du gore et du gore sexuel, franchement, je pense que je serais capable de le conseiller à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre d'ouvrage et qui auraient des bonnes surprises, qui auraient des retours qui me disent je suis choquée, un peu comme nous tous ce soir, enfin dans ce podcast, mais en même temps il y a des trucs super intéressants donc je pense que je le conseillerais à des gens qui ont envie de voir des bonnes images, de belles images et qui aiment bien faire la chasse aux références. Et ça, j'en ai dans mon entourage. Je le conseillerais. Ouais, je le conseillerais. Mais bon, voilà. Faut prévenir quand même à l'avance que faut pas le lire dans le train. Faut pas le lire si on n'aime pas voir certaines images. Ouais, mais après, c'est chelou. Si tu dis à quelqu'un que tu l'as lu tout seul, celui-là, tu vas être jugé très fort. Ouais, j'ai envie de dire à ce niveau-là, enfin franchement, bon, faut je plaisante, choisir. Mais c'est ouais. Ouais, c'est pas faux. Je peux même pas dire, je peux pas me rebiffer contre ce que tu viens de dire. T'as raison. Mais je survivrai, je survivrai avec ce fardeau. Donc si, je conseillerais à certaines personnes. Bon, vous l'aurez compris, si vous êtes un esthète en quête de brillance en société, lors de soirées mondaines, n'hésitez pas. Voilà, citez Vampire. Mais non, moi c'est dur à conseiller. En fait, je dirais un gens. truc. Vas-y. Je dirais un truc. Si vous avez aimé Spirale de Junji Ito, puisque Junji Ito est en vogue en ce moment, si vous avez aimé Spirale de Junji Ito, je pense que vous pouvez peut-être imaginer vous pencher sur un Maruo, quel que soit le Maruo, mais notamment sur Vampire. Voilà. J'essaie de me rappeler, moi, la porte d'entrée à Maruo. Comment j'ai eu envie de lire ça? Ikari Ichi Club. Oui, aussi. Tout à fait. Quand on parle de belles images et de relations pleines de tensions et tu te demandes comment ça va finir, c'est un peu glauque. C'est vrai qu'il y a des vases. Ça va être nos prochaines lectures. Alors, il n'y a pas de bébé qui meurt dans celui-là. Ça me rassure. Mais il y a une scène avec un tube ou un poteau, je sais plus trop. Rien de penser. Ça me. Tu l'as lu, Alice? Je les ai feuilletés. Je les ai là. Je les ai feuilletés. Donc j'ai survolé la planche, mais je n'ai pas le contexte encore. Ah, mais même avec le contexte, bref. Oui, donc moi. Avec le contexte en général, c'est pire. Moi, je cherchais un truc. C'était pour Halloween, et j'avais entendu parler que Ikari Ichi Club, c'était un truc qui remet. Et je me suis dit, allez, vas-y, on va lire ça, machin. Et là, ça a été. Ouais, ça a été le coup de pied dans la porte, quoi. J'ai ouvert la porte et le monde de l'héros Goro s'est montré à moi. Et je n'ai lu que ça pendant 3 mois. Maintenant, j'avoue que là, j'ai acheté du Hadashi et tout parce que je me suis dit, non, c'est bon, il faut que je lise un truc bien, enfin, voilà, soft et où tout le monde est heureux. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de trucs sexuellement ambigus. Enfin, voilà, c'était. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. On a quand même réussi à faire un épisode sur Vampire et Maruo sans parler de Takato Yamamoto. Alors, ceux qui voient pas exactement ce que fait ce monsieur, il fait des images. C'est un artiste japonais qui fait des images exactement dans le même style que Vampire. Donc très dénué, très très sexuel, très horreur et très très proximité entre le charnel et la mort. Ce sont des images qui sont magnifiques. Et on a quelqu'un sur Twitter, Juan, dont j'ai mangé le nom, le pseudo, qui a fait un petit triptyque avec Saint-Sébastien, le martyr de Saint-Sébastien, de Maruo et de Takato Yamamoto. Et il y a en effet des petites connexions entre les deux artistes. Et j'ai essayé de trouver et s'ils se connaissaient, s'ils avaient des relations. J'ai pas trouvé.
Mais allez voir les images de Takato Yamamoto. Vraiment, vous avez l'impression de voir les couvertures de Vampire, vraiment, ou les illustrations de chapitres qui feraient d'excellents ex-libris. En plus, ils sont nés à 3 ans de différence. Ah ouais, ils sont très très. Enfin, honnêtement, s'ils se connaissent pas, je me demande vraiment comment ils font pour se manquer, parce que ça doit pas être un grand univers quand même, le monde de l'érotique gore. Et je suis sur la page donc, de Takato Yamamoto et il fait partie de l'association internationale de l'Ukiyo-e Society. Donc on avait bien raison, il s'inspire bien des estampes de l'Ukiyo-e et la boucle est bouclée, on est trop fort. Voilà. Je vous demande en commentaire de citer un autre podcast qui est capable de faire la même chose. Fais gaffe à ce que tu souhaites. Attention au peu qui se réalise. Voilà, j'attends. Introuvable, je pense. Du moins pour le moment. Je pense qu'on va créer des vocations. Là, d'un coup, on va avoir des épisodes fleurir à droite à gauche sur du Maruo, du Furuya et compagnie, tu vas voir. Ça se trouve. Hein. On verra. Bref, c'était le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Mais encore une fois, attention, warning, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes sensible ou si des thématiques vous touchent, n'y allez pas. Voilà. Laissez tomber. C'est pas grave. Encore une fois, vous pouvez pas tout lire. Vous pouvez pas tout apprécier, mais c'est un bouquin, vous en ressortirez pas indemne. Et je pense que ça peut marquer du mauvais sens certaines personnes. Donc attention, préservez-vous. Voilà. C'est pas pour tout le monde. Et je pense que c'est important de faire un peu de prévention sur ce genre de lecture. Il y a plein de lectures qui peuvent marquer, et celle-là en fait partie de très loin. Ainsi que tous les autres œuvres de Maruo d'ailleurs. Souvent, c'est des lectures qui vont bousculer. Et c'est Paraiso. Si vous avez envie de lire du Maruo, mais sans être profondément marqué à vie, je pense que Paraiso est l'un des plus soft. il y a Gichiku, non ? C'est un bouquin pour enfants à la base. Non, vraiment ? Enfant mort. Non. C'est l'histoire d'un. Vous voyez Chaozu dans Dragon Ball ? Ouais. Le perso, il ressemble à Chaozu. C'est un petit bonhomme, tout chauve, avec un petit chapeau chinois, à rayures, là. Okay. Et ce petit gamin, il a des pouvoirs télékinésiques. Et il veut protéger la fille qu'il aime dans sa classe des méchants garçons à la cour de récré. Et du coup, il les fait juste soulever, mais c'est un truc pour enfants, quoi. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, ni rien du tout. Et c'est un Maruo. Ouais. Ça n'a rien à foutre dans son œuvre. Genre, je crois qu'il m'en manque peut-être 2 à lire. Et donc c'est Sayaku, je sais plus, un qui va ressortir, et Lunatic Lovers que j'ai pas encore lu. Tous les autres je les ai lus logiquement. Et pour le coup, Gichi-Gichi-kun sort de nulle part, et peut-être la meilleure porte d'entrée. Après, si vous voulez du coup du moins soft, Paraiso ou l'île Panorama. Hein. Oui, j'ai dit Paraiso, mais c'est à l'île Panorama que je pensais en fait. D'accord, l'île Panorama, qui en plus vous ouvrira peut-être. L'île Panorama et. C'est sorti ensemble. Non mais alors au-delà de ça, il y a un lien, il y a un lien dans le scénario, il y a un truc. Mais oui, c'est à l'île Panorama, je pensais. Voilà, qui sont donc adaptés de Rampo Edogawa, qui était un auteur de romans d'Eroguro justement, et de thrillers, de polar entre autres, émérite au Japon, extrêmement réputé, qui vous ouvrira la porte à beaucoup de choses derrière. Voilà, des autres portes d'entrée. Merci à vous deux d'être venus sur cette émission. Merci pour le Un plaisir de parler de ce genre de bouquin. C'est rare. J'ai conscience que sur du podcast de manga, traiter de manga de niche, et encore plus de manga de niche sur un podcast de niche, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais quel plaisir, quoi. Il faut. C'était super agréable. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. De rien. Et peut-être qu'on se retrouvera très vite pour d'autres choses. Je n'en dis pas plus. Voilà, observez bien tous les épisodes à venir. Il y aura des trucs un peu à droite à gauche. Bref, voilà. Vous savez, j'aime bien les petits jeux d'énigmes, tout ça. Là, je le dis en vocal, il y a des trucs qui arrivent. Enquêtez, amusez-vous. Et pour ceux qui ont Spotify, n'hésitez pas à me dire si le podcast vous a tenté de lire l'œuvre, ou si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires Spotify de l'épisode. Je peux mettre un sondage ou un Q&A, donc n'hésitez pas à directement commenter dessus. Je sais qu'il y en a certains qui le font.
Donc allez-y. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc @voxfabulas pour ethno, @ethnodopal, non, je sais plus. Ethno-opal, ouais. Ethno-opal. Sur donc différents podcasts dont j'ai participé. Voilà, sur Dragon Ball en plus. Magnifique. Ah ouais, exactement. La boucle est bouclée, ça y est, je peux arrêter de faire du podcast. Alice, Surtout, donc, ne dis pas ça. Oui. sur Comic Strip, Zou le Sur Mag. Comic Strip, Comic Strip sur le web, Zo le Mag sur le web et en papier, sur les 2 derniers numéros et dans le prochain, et sur les réseaux sociaux, Alice-du8, Malo, Ma-du8, bref. Voilà, Alice. tous les liens seront en description, et moi, bon, logiquement, vous me suivez déjà, mais sinon, de case en case, absolument partout. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. C'était un plaisir. Merci à tous d'être toujours aussi plus nombreux à m'écouter. Chaque semaine, je gagne des auditeurs. Chaque semaine, la communauté s'agrandit. Même si on ne discute pas trop entre nous, mais vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci à tous de me suivre et de donner en importance et en crédibilité au podcast, au travail qu'on fournit. C'est toujours très agréable. Moi, je vous dis à la prochaine, très vite, sur un épisode qui, il semblerait, portera sur Planète, mais je n'en dis pas plus. Voilà. À plus, tout le monde. Ciao. Salut. Salut. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.